C'est peut-être la pierre. C'est peut-être la pierre. C'est une blague. La traque sous haute tension pour retrouver un vétéran des forces spéciales accusé d'avoir tiré sur sa femme se prolonge un jour de plus. J'ai de nouvelles informations sur les heures précédant le moment où ce soldat à la retraite aurait tenté de tuer sa femme avant de disparaître dans la nature sauvage du Kentucky. Ce que nous savons sur ce que Craig Berry pourrait avoir sur lui, ce qui rend cette chasse à l'homme encore plus dangereuse. On suit l'affaire pour Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Salut les gars, très rapidement, je veux vous parler de cette application. Elle s'appelle Upside. Elle vous permet de récupérer de l'argent sur vos achats quotidiens comme l'essence, les courses et les plats à emporter. Voilà ce que vous devez faire, c'est super facile. Téléchargez Upside, c'est gratuit. Profitez d'une offre dans plus de 100 000 lieux. Payez normalement avec votre carte, vérifiez l'achat et récupérez de l'argent. Je l'ai utilisé quand je fais le plein d'essence ou quand je prends un plat à emporter un soir. Il suffit de chercher des offres sur Upside. Ensuite, après avoir dépensé, l'argent apparaît dans mon application, puis je le transfère directement sur mon compte bancaire. C'est tout. Les utilisateurs fréquents d'Upside gagnent en moyenne 254 $ par an. Pour obtenir votre cashback, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR, puis utilisez le code promo OTC pour recevoir un bonus de 25 centimes par gallon lors de votre premier plein. Les autorités qui mènent cette chasse à l'homme, y compris les US Marshals, sont très claires sur le fait que la personne qu'elles recherchent n'est pas leur suspect habituel. C'est quelqu'un qui sait probablement ce qu'il fait en essayant d'échapper à la loi. Voici la personne dont nous parlons. Il s'appelle Craig Barry. Il a 53 ans et c'est un vétéran des forces spéciales. Je viens d'obtenir de nouvelles informations auprès de l'armée sur ce qu'il a fait exactement pendant son temps dans l'armée. Ce que nous savons à propos de Barry ces derniers jours, c'est qu'il est en fuite depuis le 1er mai. Et les autorités du comté de Stewart, dans le Tennessee, disent qu'il est recherché pour avoir prétendument tenté de tuer sa femme. Nous allons reparler un peu plus du passé de Barry dans un instant, ainsi que de ce que nous savons sur l'incident familial qui l'a poussé à fuir. Nous allons y revenir dans un instant. Avant cela, je souhaite vous donner les dernières informations sur cette chasse à l'homme. Oh! C'est quoi ce bordel? Je pourrais être un harceleur. Je l'utilise. C'est un... Vidéo récente de la caméra piéton de la police autoroutière du Tennessee montrant les recherches où les agents sont armés de armes longues. Ils ont des chiens avec eux pour essayer de détecter une odeur alors qu'ils progressent dans une zone très rurale du Tennessee, juste à la frontière avec le Kentucky. Et la zone où tout cela se déroule est assez particulière. Il faut penser aux défis auxquels les forces de l'ordre sont confrontées alors qu'elles essaient de retrouver Craig Berry. Le comté de Stewart, dans le Tennessee, est situé à l'extrême nord-ouest de l'État, à environ 1 heure et demie de Nashville, près de la frontière du Kentucky. Et c'est une région rurale avec beaucoup de nature sauvage, mais c'est aussi une destination de vacances populaire. Donc on pense à des maisons vides, des résidences de vacances où les forces de l'ordre pourraient aussi fouiller, essayant de déterminer où Barry pourrait se trouver. C'est à environ 1 heure et demie au sud de Paducah, dans le Kentucky, et puis il y a le lac Kentucky, qui est un grand réservoir qui s'étend là-bas. Et l'eau joue un rôle important dans cette affaire parce que, comme nous allons le voir en parlant des compétences de Barry et de sa capacité à échapper aux forces de l'ordre, il est connu pour être un très bon nageur. Voici ce que l'on pense être la dernière image connue de Craig Barry avant sa disparition dans les bois le 1er mai. Elle provient d'une caméra piège. Et comme vous pouvez le voir en zoomant, Barry semble porter une tenue de camouflage. L'horodatage sur cette image indique 00h13 le 1er mai. Selon la première publication faite par le bureau du shérif du comté de Stewart, ils ont été appelés à cette maison à Dover, Tennessee, à 1h30 du matin le 1er mai pour ce qui a été décrit comme une dispute au sein du foyer. Les adjoints du shérif affirment que Barry aurait tiré sur sa femme avant de fuir. Voici des photos de Barry et de sa femme trouvées sur les réseaux sociaux il y a des années. Nous ne montrons pas son visage pour protéger son identité. Les autorités rapportent qu'après avoir été blessée au coup par balle, elle a été hospitalisée. Un mandat d'arrêt vise actuellement son mari. Et si Barry est capturé, il sera inculpé de tentative de meurtre au 2e degré. Et ce mandat d'arrêt révélerait apparemment plus d'informations sur ce qui s'est passé ayant conduit Barry à s'enfuir dans les bois. Alors voyons ce que nous apprenons sur Barry et son passé. Les forces de l'ordre le décrivent franchement comme s'il était Jason Bourne. Vous vous souvenez du personnage de Matt Damon, espion de la CIA en fuite? Mais cette affaire est réelle. Et Barry, c'est quelqu'un qui a suivi un entraînement intensif au cours de sa carrière militaire pour pouvoir faire face
à une telle situation et échapper à ceux qui essaient de le retrouver. Barry, membre retraité des forces spéciales de l'armée américaine, a reçu un entraînement avancé à la survie. Les autorités soulignent aussi ses grandes compétences en natation et en plongée. Ils pensent aussi qu'il est armé, affirmant qu'il aurait emporté au moins un pistolet dans les bois. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'ils disent qu'il a emporté des munitions supplémentaires avec lui lorsqu'il s'est enfui. J'ai contacté l'armée américaine et un porte-parole m'a dit que Barry était fantassin et sergent médical des forces spéciales de 1992 à 2016. C'était donc une longue carrière militaire. Lorsqu'il a quitté l'armée, son grade était sergent-chef et il a été déployé en Irak à 4 reprises pendant son service. La première a eu lieu en septembre 2003. Sa dernière mission s'est terminée en décembre 2014. Pendant que Barry est en fuite, souvenez-vous qu'il portait une tenue de camouflage et avait pris des munitions supplémentaires. Il semble que cette personne sait ce qu'elle fait, et cette situation est vraiment très inquiétante. Les enquêteurs sont très directs. Ils disent qu'ils n'écartent aucune possibilité pour l'instant quant à l'endroit où il pourrait se trouver. Mais ils ont aussi dit qu'il est possible que Barry ait reçu de l'aide extérieure pour s'enfuir. On ignore la source de cette aide, mais j'ai trouvé notable que la publication Facebook du bureau du shérif du comté de Stewart l'ait mentionné. Les US Marshals participent. Barry mesure 1,80 m, il a les cheveux bruns et les yeux bleus. Il a 53 ans et il pèse 84 kilos. Les autorités demandent à toute personne qui le voit ou qui sait où il se trouve d'appeler immédiatement le 911. Maintenant, entrons un peu plus dans les détails de l'incident présumé. Revenons un peu en arrière pour voir ce qui s'est passé dans les heures précédant le moment où la chasse à l'homme visant Barry a commencé qui fait la une des journaux nationaux. Selon le mandat d'arrêt de Barry, sa femme affirme qu'elle se disputait avec son mari et que la situation aurait ensuite dégénéré en violence. Elle affirme que Barry l'aurait frappé à plusieurs reprises à la tête, puis l'aurait étranglé. Barry est également accusé de lui avoir tiré dans le cou. Cet incident se serait produit à 23h30, la veille de la disparition de Barry. Donc, nous parlons du 30 avril. Bonne nouvelle, selon CNN, la femme de Barry devrait aller bien. Le mandat précise que les adjoints du shérif ont trouvé sa voiture accidentée dans l'allée à leur arrivée. Cependant, le vétéran des forces spéciales, lui, était introuvable. Cela, c'est selon le mandat d'arrêt obtenu par CNN. Et le shérif du comté de Stewart a également déclaré à la chaîne qu'ils ont le téléphone de Barry avec eux, ce qui, d'une part, signifie qu'il n'a pas la possibilité de communiquer, sauf s'il est avec quelqu'un qui serait juste à côté de lui. Mais en même temps, ils ne peuvent pas le localiser, ce qui n'est peut-être pas surprenant, étant donné que cette personne semble savoir comment s'échapper grâce à sa formation poussée en survie. Le shérif aurait également déclaré qu'il pense que Barry a passé un appel téléphonique à ses parents avant de s'enfuir dans les bois. Et le shérif affirme que les parents de Barry ont été coopératifs. Non seulement on ne sait pas où se trouve Barry, mais on ne sait pas non plus quels sont ses plans à ce stade. Où pense-t-il aller? Que fera-t-il si les forces de l'ordre se rapprochent? Et que nous dit le fait qu'il n'y ait eu aucun signe de Barry depuis environ 5 jours sur le succès qu'il a eu jusqu'à présent pour échapper aux forces de l'ordre? Maintenant que nous avons couvert cette histoire, j'ai pensé à 2 chasses à l'homme très médiatisées suivies ces derniers mois. L'une d'elles, Travis Decker, ancien membre de l'armée américaine, il a tué ses 3 filles dans une histoire horrible. En mai 2025, cela s'est produit dans un camping rural de l'État de Washington. Et puis, vous vous souvenez peut-être de toutes les spéculations autour de la chasse à l'homme et de la croyance que Decker échappait aux forces de l'ordre pendant des mois dans la vaste nature sauvage du nord-ouest du Pacifique. Les restes de Decker ont été découverts des mois plus tard, en septembre dernier. Le FBI indique que son corps était si décomposé que la cause du décès pourrait rester inconnue. Maintenant, l'autre chasse à l'homme à laquelle j'ai pensé concerne un entraîneur de football américain dans un lycée de Virginie, Travis Turner. Il serait entré dans les bois derrière chez lui en novembre dernier, en pleine saison de football américain. Les autorités voulaient parler à l'entraîneur pour des accusations de crimes graves, de sollicitation d'un mineur et de possession de pornographie infantile. Un mandat d'arrêt a été émis contre Turner après sa disparition, mais il est toujours porté disparu. À l'heure où nous parlons, les US Marshals offrent une récompense de 5 000 $ dans l'affaire Turner. C'est le même montant offert par les Marshals qui recherchent Barry. Comme Barry, Turner aurait aussi emporté une arme dans les bois. Il reste toujours introuvable. Rejoignez-nous pour en discuter avec Justin Shepard, connu sur les réseaux comme Just in the Nick of Crime et animateur du podcast Untold True Crime in Their Own Words. Merci comme toujours de prendre le temps d'être avec nous ici sur Law and Crime. Je sais que vous êtes dans le Tennessee, je sais que cela se passe un peu loin de là où vous êtes, mais qu'est-ce qui vous frappe à ce stade? Nous n'avons pas vu Craig Berry depuis 4 ou 5 jours. C'est une affaire intéressante.
Il a été vu pour la dernière fois sur un piège photographique. Donc, même la dernière fois qu'il a été aperçu, je crois que c'était jeudi dernier, c'était seulement via une caméra. Donc, personne ne l'a vraiment vu en personne depuis on ne sait quand. Je pense que c'est une recherche très difficile parce que cette partie du Tennessee dont vous parlez, c'est vraiment une forêt très dense. C'est un homme qui a des compétences de survie. Il a été présenté comme un ancien des forces spéciales. Il sait comment échapper, survivre et affronter des conditions très difficiles et il a en gros disparu de la surface de la Terre. Et je pense qu'un autre des grands défis qu'ils ont, ce qui revient peut-être à mettre la charrue avant les bœufs, c'est que d'après ce que nous comprenons, il s'est débarrassé de son téléphone portable. Ils doivent désormais mener un vrai ratissage sur le terrain, une recherche quadrillée et un travail d'enquête à l'ancienne pour tenter de le retrouver. C'est toujours fascinant dans ces affaires parce que les US Marshals, tu sais, sont aussi bons que n'importe qui quand il s'agit de retrouver des gens. Mais il avait, semble-t-il, quelques heures d'avance avant que cette recherche ne commence. Comme je sais que chez CNN, on n'avait que l'incident domestique s'est produit vers 23h30 la veille au soir, il a été vu sur la caméra de chasse vers minuit 30 le lendemain matin. Donc environ une heure plus tard, le bureau du shérif du comté de Stewart a indiqué être intervenu vers 1h30. Donc tu te demandes vraiment à quel point ces quelques heures les peuvent avoir un impact. Et juste donner à quelqu'un qui est dans les forces spéciales la possibilité de s'échapper, au moins pendant cette période de temps. Eh bien, je pense que c'est un très bon point. Et je pense que quelques heures d'avance pour quelqu'un comme Craig Berry, c'est énorme. Tu sais, c'est différent de toi ou moi qui pourrions courir sans vraiment savoir quoi faire. On peut supposer sans risque que cet homme s'est effacé ses traces et se cacher. Il a été repéré par une caméra de chasse. Il a été vu en tenue de camouflage, ce qui, quand on est près de l'eau ou près des bois, comme c'est le cas là-bas, va lui permettre de bien se dissimuler. La police ou les autorités n'ont pas encore écarté l'idée qu'il puisse recevoir de l'aide. Cela pourrait signifier plusieurs choses. A-t-il un sympathisant, des amis, des contacts, ou force-t-il quelqu'un à l'aider? Mais vous savez, dans une situation comme celle-ci, un repas, un trajet, une voiture, cacher du carburant quelque part, un endroit où dormir, cela pourrait tout changer et mettre plusieurs jours entre lui et les autorités, s'il s'y prend correctement et cet homme saura comment bien le faire. Oui, et il a servi dans l'armée pendant plus de 10 ans et il l'a fait. Donc avec les forces spéciales, ce qui est, tu sais, un autre niveau de service militaire. Qu'est-ce qu'on sait à ce stade? Ou du moins sur la montée en tension jusqu'à, tu sais, cet incident présumé au sein du couple qui a eu lieu. On sait que sa femme a été blessée par balle et serait désormais sortie de l'hôpital, ce qui est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a d'autres informations disponibles sur ce qui a mené à tout ça? Oui, j'ai vu des reportages, je ne veux pas m'attribuer le mérite ici, d'un homme du nom de Nick Barris de News Channel 5 ici à Nashville. Il a essentiellement rapporté que ce qui s'est passé dans cette situation était un cas de violence conjugale. Je ne sais pas exactement ce qui a mené à cela, mais il l'a abordé près de sa voiture. Il a tiré dans la voiture, il lui a tiré dessus. Il ouvre violemment la porte, s'approche de la voiture et demande si elle a été touchée. Elle répond oui, pense qu'elle va mourir, mais réussit à accélérer et à s'enfuir, ce qui lui sauve sans doute la vie. Et je suis très heureux d'apprendre qu'elle est sortie de l'hôpital et vous savez qu'elle est en train de se rétablir. Mais dans la même phrase, dans le même souffle, il est toujours en liberté. Alors à quel point est-elle en sécurité tant qu'il n'est pas arrêté? Et pour revenir sur ce que tu as dit, maintenant ça fait donc c'était le 1er mai que tout cela s'est passé. Et là, nous sommes le 5 mai, au moment où nous enregistrons ceci. Et c'est comme si quelqu'un avait, tu sais, même si tu fais partie des forces spéciales d'élite, l'eau et la nourriture vont faire une grande différence si tu essaies encore de t'enfuir. Et ça, j'ai trouvé intéressant que le bureau du shérif ait mentionné qu'il n'écartait pas l'idée que quelqu'un puisse l'aider. Parce qu'on a juste l'impression qu'au fil des jours, s'il n'y a aucun signe de Craig Berry, comme si quelqu'un l'aidait, on serait obligé de penser qu'il reçoit de l'aide. D'une manière ou d'une autre, peut-être même pas volontairement. Tu sais, on devrait le savoir, mais tu sais, d'une certaine façon, quelqu'un d'autre doit être impliqué, tu ne crois pas? Tu sais, et je suis d'accord avec ça. L'autre chose, et je vais y revenir dans une seconde, mais l'autre chose intéressante que j'ai vue dans certains rapports, c'est est-ce que tout cela était peut-être prémédité? Avec les informations limitées, on a presque l'impression d'une situation spontanée où une altercation a eu lieu et il a tiré. Mais si c'était prémédité, peut-être qu'il prévoyait de faire quelque chose. Tu sais, ben, ça lui donne l'occasion de contacter des gens et de dire, hey, je vais avoir besoin d'un endroit où rester, ou je vais avoir besoin d'utiliser un abri, ou ça lui donne l'occasion d'aller cacher un bidon d'essence quelque part ou une voiture quelque part. Les possibilités sont vraiment infinies quant à ce qui peut arriver.
Malheureusement, nous ignorons si c'était prémédité ou s'il a contacté quelqu'un, ce qui complique la tâche des autorités. Car ils doivent maintenant enquêter sur son passé, analyser ses relations et les surveiller pour mieux coordonner leurs recherches afin de localiser sa position. L'autre aspect préoccupant aussi, c'est qu'il y a certains cas, comme Travis Decker, l'entraîneur de football en Virginie-Occidentale, parti dans les bois. Je ne sais pas quelle expérience de la vie en pleine nature avait l'entraîneur Turner dans cette situation. Mais dans ce cas-là, le fait qu'il portait une tenue de camouflage, comme on le voit sur la caméra de l'affût qu'il a filmé probablement 45 minutes, à 1 heure après la prétendue fusillade, pour moi, ça montre une intention comme si c'était quelqu'un qui n'allait pas dans les bois dans un moment de folie. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? C'était je vais dans les bois, personne ne me trouvera avec ça. Et en plus de ça, ils disent qu'il a emporté des munitions supplémentaires avec lui, ce qui augmente clairement les risques pour les US Marshals, les shérifs locaux et tous ceux qui sont impliqués dans la recherche. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Cela paraît très intentionnel, pas comme un geste de panique. Et tu sais, quand tu as affaire à quelqu'un qui fait partie des forces spéciales, avec une décennie d'expérience militaire et une expérience dans les zones de combat, ce ne sont pas des gens qui paniquent. Ils gardent leur sang-froid et restent calmes sous pression car ils n'ont pas le choix. C'est ainsi qu'ils ont survécu. Donc pour moi, je suis d'accord avec toi, ça ne ressemble pas à quelqu'un qui serait en pleine panique en train de courir dans les bois. On dirait quelqu'un qui pense, je prends ma tenue de camouflage, plus de munitions et je pars. Tu ne me trouveras que si je le veux. Et c'est un peu le même sentiment que j'ai avec ce type aussi. Et ça me fait aussi davantage penser à Travis Decker. C'est le premier cas qui m'est venu à l'esprit quand l'affaire a éclaté. Je me suis dit, à ceci près qu'il a tué ses enfants. Tu sais, ben, ça ressemble exactement à Travis Decker. Tu as une autre personne avec une expérience militaire. Je crois, je peux me tromper, mais je crois que Travis Decker était aussi dans les forces spéciales. Et ça te place, je veux dire, l'entraînement militaire à lui seul te met à un niveau différent de la personne moyenne, du fugitif moyen. Mais en ajoutant les forces spéciales, ça passe vraiment à un autre niveau. Eh bien, et en lien avec ces deux affaires dont nous parlions, comme dans le cas de Travis Decker, je crois que c'était en mai de l'année dernière. Cette histoire horrible où il tue ses 3 filles. C'est comme si on ignorait ce qui lui était arrivé avant septembre. Et puis, bon, c'est comme dans la situation de l'entraîneur de football, il a disparu en novembre. Et c'est un gars qui n'avait pas l'air, vous savez, d'être un membre des forces spéciales. Il n'a pas suivi ce genre d'entraînement. Et, tu vois, on ne sait toujours pas, tu sais, on est en mai. On ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé. Et ça en dit long sur le terrain auquel les US Marshals sont confrontés. C'est un cliché de dire que c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, mais c'est le cas ici. C'est extrêmement préoccupant pour tous ceux qui cherchent Craig Berry espèrent qu'il sera interpellé sans incident. Justin Shepard, alias Just in the Nick of Crime sur les réseaux sociaux, fait un excellent travail. Merci d'avoir été avec nous, nous t'en sommes reconnaissants. Absolument. Merci de m'avoir invité. Pour parler davantage de ces recherches, nous recevons Lisa Miller, détective à la retraite et ancienne enquêtrice en chef. Toujours un plaisir de vous recevoir sur Law and Crime. Qu'est-ce qui vous frappe jusqu'à présent à propos de Craig Berry? Sa dangerosité. D'abord, nous savons qu'il s'agit de quelqu'un ayant des antécédents de violence domestique. Vous savez, il l'a agressée. Non seulement il l'aurait battue, mais ensuite, lorsqu'elle essaie de s'enfuir, il prend une arme à feu et la poursuit. Mais ensuite, on ne peut pas négliger sa formation, son entraînement dans les forces spéciales, la formation qu'il a reçue dans l'armée lui a appris, vous savez, comment fuir. Plus important encore, et c'est actuellement la principale inquiétude des forces de l'ordre, cette formation lui a appris à échapper à la capture. Eh bien, nous enregistrons ceci le 5 mai. Et le 1er mai, c'est à ce moment-là que tout cela serait arrivé. Et les autorités, vous savez, elles ont réagi. Je crois que l'incident se serait produit vers 23h30 le 30 avril. Puis le 1er mai, vers 1h30 du matin, les forces de l'ordre arrivent. Donc vous voyez, il a eu quelques heures d'avance et ensuite ils commencent à suivre à partir de ce moment-là. Ça peut sembler peu de temps, mais à quel point c'est important quand on cherche quelqu'un, même 2 heures avant de commencer à suivre leur piste. Eh bien, c'est très important parce que voilà la réalité, surtout dans cette région en particulier. En fait, je suis déjà allé dans cette région, vous savez, le lac Kentucky, le lac Barkley, Paris Landing par là. C'est extrêmement rural. Le terrain est très accidenté.
Et la réalité, c'est que pour une agence de police rurale, il faut un certain temps pour rassembler les forces, surtout ici tard dans la nuit. Ils ne disposent pas de beaucoup de personnel dans leur effectif. Donc, le personnel qu'ils ont, qui est compétent, s'est dirigé dans cette direction pour le signalement. Mais pour commencer à poursuivre un homme dans les bois, dans ce genre de terrain, ils n'auront généralement pas de chien avec eux tout de suite. Ils ne pourront pas se lancer immédiatement dans une opération de pistage. Maintenant, nous savons qu'il a jeté son téléphone portable, donc la traque numérique sera difficile même pour les marshals. Il avait vraiment une bonne longueur d'avance, franchement. 2 heures, c'est énorme dans ce genre de terrain à ce moment de la journée. Tu sais, et je pense aussi, tu vois, absolument, il a été dans les forces spéciales pendant pas mal de temps. On sait que c'est l'un des entraînements les plus difficiles et les plus complets qu'on puisse avoir quand il s'agit d'apprendre à survivre et à semer des gens. Mais en même temps, je veux dire, les US Marshals sont vraiment très bons dans ce domaine. Je veux dire, c'est ce qu'ils font tous les jours. Ils ont l'avantage de la technologie. Ils ont des drones. Je me demande souvent dans ces cas. Et je repense à Travis Decker, c'est très triste, bien sûr, cette situation, mais il était militaire et il a fallu des mois aux forces de l'ordre pour le retrouver. Mais dans quelle mesure cet entraînement militaire est-il vraiment un avantage face à des personnes également douées pour traquer, disposant de la technologie comme les drones et de chiens pour remonter une piste olfactive? Ça reste un avantage, Chris, parce qu'il sait où il va. Cette région compte beaucoup de résidences de vacances, beaucoup de cabanes. Il peut facilement se cacher. Et ça prend du temps de tout fouiller. Cette zone autour des lacs est très vaste. Donc, je veux dire, les choses sont un peu plus équilibrées ici avec lui, vu sa formation. Vous savez, l'homme ordinaire qui fuit les forces de l'ordre, il court dans les bois, il se fatigue, il a faim, il fait des erreurs assez rapidement. Ce monsieur, vous savez, il sait comment fonctionner avec peu de sommeil. Il sait quand il doit se cacher, il sait où se cacher. Donc j'ai une grande confiance dans les forces de l'ordre bien formées. Mais ce sera un défi pour eux. Comme je l'ai dit, on ne peut pas venir à bout de ce terrain-là. Ça va épuiser le fugitif qui est censé être en très bonne forme, mais ça va aussi épuiser les forces de l'ordre et les chiens, des choses comme ça. Et même s'ils ont des drones, il y a encore beaucoup de terrain à couvrir. Je ne peux qu'insister sur à quel point cette région est rurale et accidentée. C'est un très bon point parce que je regardais justement ça d'en haut, un peu sur Google Maps, et je me baladais un peu. Et l'idée des maisons de vacances que quelqu'un pourrait avoir, c'est un peu la période de l'année où les gens commencent à aller dans leur maison au bord du lac. Mais tu sais, d'un côté, ce n'est peut-être pas ça. Ils se cachent, tu sais, sous un arbre ou sous des broussailles, et ils trouvent un moyen d'entrer dans une cabane ou quelque chose comme ça, là où il n'y a pas beaucoup de monde en ce moment. C'est vraiment effrayant. Je pense aussi à ce qu'il a emporté, au fait qu'il porte une tenue de camouflage, qu'il a pris au moins une arme à feu et des munitions en plus, d'après ce qu'ils disent. On dirait vraiment qu'il y va avec l'intention de se dire, ce n'est pas comme ça que je vais finir, tu vois, contrairement à quelqu'un qui, sur un coup de tête, sortirait avec l'intention de se faire du mal. Je ne peux pas imaginer en tant que policier ce que c'est d'aller chaque jour dans les bois, de préparer son esprit pour traquer quelqu'un avec un tel entraînement qui semble aussi vouloir nuire à d'autres personnes. D'accord. Donc on ne sait pas. On connaît son état d'esprit grâce à l'entraînement, celui d'un guerrier. Franchement, c'est l'entraînement des forces de l'ordre. Ils ont cet état d'esprit de guerrier en ce moment. Je dirais que ça remonte à pas mal d'années, presque 2 décennies maintenant. J'étais dans une unité SWAT interjuridictionnelle et nous sommes allés dans les bois. Et honnêtement, vous savez, faire de la randonnée dans les bois ne m'est pas étranger, mais quand on traque quelqu'un en plein air, c'est très différent d'aller sécuriser un bâtiment. Je pense que je préférerais sécuriser un grand bâtiment n'importe quel jour de la semaine plutôt que de partir à la chasse de quelqu'un entraîné dans les bois. Il y a tellement d'endroits où ils peuvent attendre en embuscade, et puis on ne sait même pas si cet homme est toujours dans la région. Il est armé. Il a cet état d'esprit où il ne veut pas se faire attraper. C'est ce qu'on doit garder à l'esprit en ce moment. Il va se battre. S'il est acculé, il va certainement se battre. Est-ce qu'il a retenu, est-ce qu'il retient quelqu'un en otage près d'un de ces lacs?
Est-ce qu'il a volé la voiture de quelqu'un et qu'il est en possession de son véhicule, qu'il les retient ou qu'il fait quelque chose? Il y a tellement de scénarios possibles en ce moment. En plus, la météo ne coopère pas avec les forces de l'ordre. On parle de l'utilisation des drones et à quel point c'est avantageux, mais la météo a été vraiment mauvaise et on ne peut certainement pas faire voler de drones par certaines des conditions météo défavorables qu'ils ont connues. Ouais, j'enregistre ceci à Atlanta. Je crois qu'il va y avoir des orages ce soir, comme on est le 5 mai, tu vois comment ça impacte? J'imagine que s'il est dehors, ce n'est pas idéal pour toi, surtout avec la pluie. Mais comment la pluie impacte-t-elle les efforts de recherche pour essayer de retrouver quelqu'un comme lui? Eh bien, ça complique la traversée de ce terrain qui comporte beaucoup de montées et de descentes. Il y a des crêtes, il y a des creux. Cela rend la navigation sur le terrain plus dangereuse pour les forces de l'ordre et la situation pénible pour tous. De plus, il y a aussi des problèmes d'équipement. Vous savez, beaucoup de l'équipement que vous utilisez ne fait pas bon ménage avec l'eau, donc ça complique tout. Donc, pendant qu'ils s'épuisent, nous devons nous intéresser aux forces de l'ordre. Et maintenant, cela fait plusieurs jours que la recherche dure. Donc, avec les ressources qui sont arrivées, les superviseurs doivent aussi envisager de faire tourner leur personnel et de veiller à ce qu'ils restent en forme physiquement et mentalement. Pour assumer cette mission de traquer cet homme qui a tenté de tuer quelqu'un, Oui, et il a, vous savez, essayé de tuer sa femme. J'ai vu sur CNN que le shérif local disait qu'elle devrait s'en remettre, ce qui est certainement une bonne nouvelle. Mais vous savez, c'est très effrayant compte tenu de l'entraînement de cet homme. Et qu'est-ce que cela vous dit? Donc maintenant, la recherche a commencé le 1er mai et on est le 5 mai maintenant. Ça fait 4 jours. Et il ne semble pas, et ça c'est seulement basé sur les informations qui ont été rendues publiques. On voit souvent qu'ils sont beaucoup plus proches de quelque chose qu'ils ne le laissent paraître. On ne sait pas. Le fait qu'il n'ait pas été attrapé après 4 jours, comment cela influence-t-il la stratégie de recherche? la stratégie change un peu. Je regardais certains rapports et il y a environ 7 ans, dans exactement la même région, ils ont eu un homme qui a tué 2 personnes et s'est enfui et il est resté en cavale pendant 2 semaines. Donc les premiers jours sont assez intenses, chaotiques. Une certaine organisation se met en place. Et puis, après le 4e ou 5e jour, dans cette zone où nous sommes maintenant, ils commencent à faire pression sur lui. Et encore une fois, ce sont ces unités spécialisées des forces de l'ordre qui interviennent avec leurs chiens, leurs drones. Ils veulent soit le contenir quelque part, là où il se cache peut-être, soit le pousser et l'épuiser mentalement. Donc, on passe à une approche plus structurée, mettons en place des recherches en quadrillage, vous savez, tout ralentit un peu pour l'état-major, où ils peuvent simplement commencer à examiner ce qui a été fouillé et ce qui ne l'a pas encore été. Élargissons notre zone parce qu'avec son expérience et le fait qu'il soit un bon nageur, vous savez, il aurait pu traverser le lac Kentucky assez facilement. Il aurait pu traverser la rivière assez facilement pour échapper aux chiens. Donc, vous savez, ils élargissent le périmètre. Ils examinent les choses, vérifient quelles ressources ils doivent mobiliser. En fait, ce n'est pas une période frénétique pour l'instant. La chasse est lancée, les forces de l'ordre sont très déterminées. Oui, et je suis sûr qu'à un moment donné, je veux dire, c'est quelqu'un qui a certainement toute la formation possible pour avoir un certain avantage et qui a peut-être eu quelques heures d'avance avant que la recherche ne commence vraiment. Mais je veux dire, je suis sûr que même d'après votre expérience, il finira par faire une erreur. On pourrait le croire dans certains cas, car vous savez, on pense à sa situation et au manque de nourriture. Il ne peut pas simplement aller au supermarché et payer en espèces. Avec une carte de crédit, c'est terminé. Donc oui, on verra la suite. Situation préoccupante à la frontière Tennessee-Kentucky. Lisa Miller, ravie de vous avoir sur Law and Crime. Merci d'être là. Merci Chris. C'est tout pour Non the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify et retrouvez-nous sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À bientôt.